Bonsoir Axel. Bonsoir Laurent. On est en direct ce soir à la librairie Gros Câlin à Paris et on présente votre ouvrage à paraître, Happy Patient, aux éditions Débat Public. On revient en quelques mots sur votre parcours. Alors mon parcours, il est assez simple. C'est simple. 2 ouvrages déjà? Oui, tout à fait. À 23 ans, j'ai été diagnostiquée de plusieurs pathologies chroniques. Et très rapidement, j'ai voulu m'engager pour améliorer le système de santé en me disant que si j'attendais que le système évolue sans moi-même m'engager pour identifier des poches d'innovation, des poches d'optimisation, rien n'allait changer et que malheureusement, j'allais encore vivre 60 ans au moins avec ces pathologies dans le système actuel et qu'il fallait le modifier. Dans le premier livre, il y a 2 ans, vous étiez un patient seul. Dans le deuxième, vous êtes un patient heureux. Est-ce qu'on peut revenir néanmoins sur ce que sont ces maladies chroniques dont vous nous parlez et la façon dont elles sont aujourd'hui vécues par les patients qui doivent affronter aussi les vicissitudes du système de santé atteints de ces maladies chroniques? Tout à fait, Laurent, comme vous l'avez expliqué, mon premier livre, Lonely Patient, visait à alerter l'opinion publique sur le nombre de malades chroniques. Depuis que un tiers de la population? Un tiers de la population, effectivement. 20 millions de Français vivent aujourd'hui avec une maladie chronique. J'ai trop souvent entendu dire que les malades, c'est une niche, ils sont peu, c'est un faux problème. Alors que dans mon quotidien en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de malades chroniques et je voulais vraiment alerter sur cette difficulté pour modifier le système de santé. On comprend bien que c'est un engagement, ce livre, c'est pas seulement un constat que vous posez. Vous pouvez nous dire ce que sont les plus grandes difficultés aujourd'hui d'un malade chronique, même s'il y a toute une typologie, toute une variété de maladies chroniques et donc de malades, mais quelles sont les plus grandes difficultés qu'un malade chronique rencontre face au système de santé? Dans le premier livre, Lonely Patient, j'orientais vraiment mon écrit sur la difficulté dans le système de santé, c'est-à-dire de se faire diagnostiquer, de trouver des professionnels de santé et de trouver des communautés de patients pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et améliorer son quotidien. Là, dans le deuxième livre, je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire que j'ai identifié d'autres poches d'optimisation, d'amélioration qui peuvent être mises en place pour les malades. Donc ça va effectivement du système de santé, mais on parle aussi de la difficulté pour les malades d'obtenir un prêt immobilier, parce que comme vous le savez, il faut une assurance aujourd'hui pour obtenir un prêt. Et pour obtenir cette assurance, il faut remplir un questionnaire de santé. Donc trop souvent, les malades chroniques sont dans la difficulté pour obtenir cette assurance et obtenir leur prêt. Ils sont aussi dans la difficulté pour déménager. Ça paraît tout bête. Un Français déménagera en moyenne 5 fois dans sa vie. Quand on est malade chronique, un malade chronique sur 2 hésite avant de déménager parce qu'il va devoir recréer son équipe de soins et il peut même perdre sa prise en charge de carte handicap. Janvier 2020 pour le premier ouvrage, on est maintenant en novembre 21. Il y a eu quelque chose entre ces 2 bornes chronologiques, la crise de la Covid. Est-ce que le système a néanmoins pu évoluer, pu changer? Vous en avez senti les transformations à l'occasion de cette crise? La crise pour nous, les malades chroniques, on peut la diviser en deux temps. Un premier temps où tout le monde était paniqué. Et du jour au lendemain, on a demandé à tous les malades qui sont les usagers du système de santé, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude d'aller à l'hôpital, de faire des examens, etc. On m'a dit du jour au lendemain que tous mes rendez-vous étaient fermés et qu'ils allaient être reprogrammés, mais pour quand, je ne sais pas. Trop de malades chroniques ont appelé le SAMU parce qu'ils avaient des difficultés. Le SAMU était tout à fait engorgé. Donc en fait, on a coupé la porte d'un système de soins à ces usagers. Du coup, c'était vraiment la panique. Et puis après, ça s'est mis en place avec la téléconsultation. Les médecins se sont adaptés. On a continué comme ça à reprendre le cours de notre vie. Et là, en fait, on s'est rendu compte que tout le monde était potentiellement malade. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur d'aller à l'hôpital, d'avoir des séquelles sur le long terme, parce qu'il y a une nouvelle pathologie qu'on appelle le Covid long aujourd'hui, dont on voit les effets. Et donc ce deuxième temps, ça a permis à tout le monde d'être dans la peau des malades chroniques et de faire ressortir ce sujet dans le débat public. Donc malgré tout, à l'occasion de cette crise, une forme de progrès. Vous parliez de la télémédecine. Exactement. Un accès qui serait devenu plus simple après cette deuxième partie que vous décrivez. C'est pour ça, effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions positives et c'est pour ça que je lance ce manifeste de façon très positive, Happy Patient. Parce qu'effectivement, on l'a vu,
pendant 1 an et demi, le système s'accélérer, se mettre à la disposition de chacun et j'espère qu'on ne reculera pas. Par exemple, l'accès à la téléconsultation, ça permet d'éviter les déplacements, ça permet d'éviter les salles d'attente et ça permet à chacun des malades, parce que parmi les 20 millions de malades chroniques, énormément sont salariés, de ne pas avoir à quitter son emploi pour se rendre sur un lieu de consultation et devoir expliquer à son manager ou à son entreprise. Un des points forts de l'ouvrage, c'est son caractère concis, bref, 5 chapitres, mais 10 propositions. Vous nous en détaillez certaines ? Oui, alors effectivement, j'ai voulu vraiment rendre cet ouvrage pragmatique et faire des propositions d'amélioration du système de santé. J'y tiens beaucoup parce que je ne cherche pas à augmenter les dépenses de santé. Je suis persuadée qu'on peut faire mieux avec nos budgets actuels. On n'a pas besoin de dépenser plus, il faut juste optimiser. Dans les poches d'optimisation que je propose, il y a par exemple l'accès aux malades des psychologues. Il y a par exemple le fait qu'on ait créé des infirmières de pratique avancée. Ce sont des infirmières qui ont 2 ans d'expérience supplémentaire par rapport aux infirmières généralistes et qui vont pouvoir vraiment suivre les malades chroniques. Ces infirmières vont exister, autant utiliser ces poches pour pouvoir répondre aux besoins des malades chroniques. Vous parlez à la fois de la nécessaire adaptation du système de soins, vous parlez aussi de ce qu'on pourrait faire dans la vie quotidienne de certains malades, de leurs interactions avec des institutions, par exemple financières. Exactement. Le dernier chapitre est vraiment le point d'orgue de ce livre et c'est un combat que je mène depuis quelques années, c'est-à-dire d'expliquer que les malades chroniques ont le droit au prêt immobilier. Moi-même, en tant qu'entrepreneur, j'ai été confrontée à cette difficulté de ne pas obtenir de prêt professionnel parce que je devais remplir des questionnaires médicaux et vraiment on essaye d'améliorer ce système par rapport à ça. Effectivement, aujourd'hui, certains malades chroniques n'ont pas accès au prêt et à l'emprunt parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'assurance de prêt. Pourquoi ? C'est tout bonnement une autre proposition qui est liée à la recherche, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines pathologies qui ne bénéficient pas de financement de recherche. Typiquement, l'endométriose, qui concerne 10% des femmes aujourd'hui, ne bénéficie pas de grands plans de recherche, contrairement à d'autres pathologies qui en ont bénéficié auparavant. Et en fait, étant donné qu'on a très peu d'informations sur les risques de la pathologie, les évolutions, etc., les assureurs sont incapables aujourd'hui de connaître le risque ou non de proposer une assurance pour ces personnes. Donc on se rend compte que des décisions gouvernementales, de décision de tel ou tel financement en termes de recherche sur telle ou telle pathologie, de focus, a un impact au quotidien pour des millions de personnes. Sur la vie des patients. Exactement. Merci de nous avoir fait découvrir Merci, L'effet de Laurent. Rose et cet ouvrage, Axel, et puis précipitez-vous en librairie pour retrouver Happy Patient. Merci Laurent. Merci.